Bonjour chers internautes, donc nous allons aborder ici la vidéo numéro 5 dans les sujets que j'ai à traiter et une vidéo qui va parler, alors comme j'ai déjà pu aborder le pourquoi, mes motivations qui me poussent à faire un peu ces vidéos. Là je vais faire une première vidéo qui va parler du comment je cherche à les faire, mais d'un point de vue macro, d'un point de vue global. La vidéo suivante, elle va parler du comment, mais d'un point de vue micro. C'est-à-dire comment et pourquoi. Du coup, j'ai structuré mes vidéos d'une certaine façon. Il y a des raisons pour ça. Donc, je me suis rendu compte que beaucoup de coachs, de PUA, du MGTOW, d'auteurs divers, de personnes qui publient ou qui font des vidéos, etc., qui participent à des meetings, à des débats. En fait, elles ont des théories, chacune a la sienne, et chacune de ces théories se base énormément sur le vécu de chaque personne. Donc ça, on peut pas leur en vouloir, hein, c'est tout à fait humain. Mais ce vécu, du coup, il induit un certain nombre de prismes qui déforment la réalité, qui empêchent il y a des œillères qui empêchent de voir certains paramètres. Et en fait, assez peu de ces personnes prennent en compte les analyses et les expériences des autres si ces analyses ou expériences ne viennent pas soutenir leur vécu, leurs propres hypothèses. Si elles sont à la limite, je dirais légèrement latérales, si elles sont sur le côté, elles peuvent être parfois un peu tolérées, mais si elles viennent un peu en confrontation, elles seront immédiatement, la relation, la discussion avec cette personne-là va être immédiatement stoppée. Sans même potentiellement chercher à comprendre s'il n'y a pas une troisième voie, s'il n'y a pas encore quelque chose un peu supérieur qui arrive à concilier les deux points de vue. Et ça, en fait, ce mécanisme, on va dire un peu de rejet, qui coupe toute communication, en fait, il est dû principalement à l'ego. L'ego humain. Et vous pouvez aller voir la vidéo d'Idriss Aberkan qui mentionne bien le fait que l'ego est le premier destructeur de valeur, le premier paramètre qui vient mettre en échec un projet, le premier interférent dans toute communication. Et souvent, cet ego est vraiment très présent chez ces personnes-là, et parfois même un peu renforcé par, du coup, les personnes qui leur gravitent autour et qui les confortent dans le fait que oui, elles ont raison et que blablabla, voilà quoi. Et comme moi je vous l'ai déjà mentionné au tout début de mes vidéos, je me suis rendu compte très jeune que l'ego était quelque chose qui était très dangereux, parce que c'était le paramètre sur lequel on pouvait le plus facilement intervenir pour manipuler quelqu'un. Modifier la perception du vrai et du faux, je dirais, c'est assez graduel, c'est assez flou. Et donc du coup, on peut arriver à manipuler plus ou moins quelqu'un avec plus ou moins de succès. Mais il faut déjà pour autant toucher l'ego. Et en fait, je m'en suis rendu compte assez jeune et ça m'a mené, moi, à blinder mon ego, à l'emmurer. Ce que je constate également, c'est que souvent l'analyse de chaque personne se borne à de l'analyse logique pure. Sans pour autant se rendre compte qu'en fait une analyse logique menée par un être humain, elle est forcément biaisée par tout un ensemble de prismes,
par un ensemble d'œillères, et puis aussi par la nature de nos décisions. Parce que les décisions, les choix humains, sont menés par une logique complètement floue. Ce qui fait qu'en fait une IA, même si elle essaye, je dirais, de s'approcher un peu de cette de façon de raisonner de l'être humain, a énormément de mal à nous copier au quotidien, à nous comprendre, pour l'instant en tout cas du moins. Les chercheurs en sont parfaitement conscients et vous pourrez trouver un certain nombre de vidéos qui en parlent sur internet, des différents modes de pensée entre une intelligence artificielle et un être humain. Toujours est-il que on pense raisonnablement effectuer une analyse la plus logique possible, alors qu'en fait, il y a tout un ensemble d'hypothèses, tout un ensemble de faits qui sont volontairement ignorés, dont on n'a pas forcément conscience de cette sélection, hein. On n'a pas forcément conscience de ces filtres. C'est ça qui est le plus pernicieux, quoi. Et tout ça, pour moi, ça m'amène à identifier le fait que il y a actuellement un gros manque, c'est d'avoir conscience de ses limites. Alors, si vous voulez, il y a un petit conte qui résume bien tout ça. C'est le conte des aveugles et puis de l'éléphant, en fait. Et donc vous avez un certain nombre d'aveugles, donc là il y en a 6, qui un jour décident de comprendre ce que c'est qu'un éléphant. Alors on leur amène un éléphant, et puis ils utilisent leur propre sens pour essayer de comprendre un peu à quoi ressemble un éléphant. Et donc vous en allez en avoir un, il va arriver au niveau du flanc, puis il va dire l'éléphant en fait c'est comme un gros mur, quoi. C'est costaud, c'est large, c'est solide, c'est un peu rugueux, c'est un gros mur, quoi. Vous allez en avoir un autre qui va arriver et qui va toucher les défenses, qui dit c'est solide, c'est lisse, c'est pointu. Ouais, en fait, un éléphant, c'est comme une lance, hein. Vous allez en avoir un autre qui va arriver et puis il va prendre la trompe et qui va dire ah ouais, mais en fait, un éléphant, c'est solide, flexible, c'est rond, etc. et tout. En fait, c'est un serpent, quoi. L'autre qui va toucher la jambe. Ah non, mais l'éléphant, c'est un arbre. Celui qui va toucher la queue. En fait, l'éléphant, c'est une corde. Celui qui va toucher les oreilles. Alors, je sais même plus ce qu'il raconte pour les oreilles. Enfin bon. Et toujours est-il qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils parlent pas de la même chose. Et puis, vient quelqu'un d'autre et lui, il pose la question. Voilà, on n'est pas d'accord sur ce que c'est qu'un éléphant. Alors, lui, il voit ci, lui, il voit ça. Et puis, l'autre personne, elle leur dit en fait, vous avez toute raison, en fait. Mais vous voyez qu'une partie des choses, chacun d'entre vous, quoi. Et là, ils se disent ah ouais, d'accord, ok. On a compris, en fait. C'est juste qu'on avait segmenté nos domaines de recherche. On avait vu chacune qu'une petite partie. Et en même temps, on n'avait pas essayé de gérer, de sortir de notre approche. Ça nous convenait très bien, hein, de voir que il y avait une défense, qu'il y avait, il y avait une jambe, enfin bon bref voilà, quoi. Et puis on en restait là, quoi. Et en fait du coup on se limitait volontairement et on ne percevait pas la totalité. Voilà, ça c'est l'histoire, le petit conte philosophique pour des aveugles et de l'éléphant. Raconté en quelques secondes et très mal. Mais c'est un peu pour votre culture, c'est qu'effectivement c'est vraiment représentatif pour moi de la situation dans laquelle on est, dans la compréhension des rapports humains et de l'approche homme-femme. C'est pas tant que ça que
je dirais que pour moi, chaque personne a un bout de vérité et vraiment a vraiment bossé sur son sujet, ne cherche pas forcément je dirais, à mal, mais par contre, en fait, chacun reste campé dans son domaine, ne discute pas forcément avec les autres, et donc du coup, on n'a pas de vue d'ensemble. Et dire que bon, un éléphant c'est une lance ou c'est une corde, c'est clairement faux. Tout le monde s'en rend compte. Mais parce que bah, nous, on a une vision globale et puis c'est voilà. Et donc pour moi, en fait, donc la séquence de vidéos que je fais, la démarche globale que je mène, elle part du principe qu'aucun des différents auteurs qu'on peut avoir, à partir du moment où ils ne sont pas promus par les systèmes, ça pour moi c'est essentiel. Voir ma vidéo sur les outils de manipulation de masse, à partir du moment où vous avez des auteurs qui sont promus par un système, c'est que forcément le point de vue est biaisé, le point de vue a pour but d'orienter dans une autre direction ou une autre, et donc il n'est pas neutre. Et donc pour moi, on va dire par hygiène intellectuelle, philosophique et morale, je les exclus, je m'en méfie. Donc pas la peine d'essayer de me parler d'un Freud ou de quoi que ce soit. Ceux-là par contre, dégagez tout de suite. Mais sinon pour moi tous les autres en fait ils se valent quoi en fait. Je pars juste du principe qu'en fait bon bah ils ont des approches et comme en fait ils se refusent de se parler entre eux, bah en fait ils ne voient qu'une partie je dirais du big picture quoi, de la vue d'ensemble. Et en fait chacun campe sur ses positions et affirme, je dirais de manière parfois même virulente, qu'il a raison, etc. et tout. Et même si cette personne-là prétend le contraire, prétend toutes les affirmations qu'il met en avant sont à relativiser. Et en fait, les différents points de vue de différents auteurs ou autres, parfois un auteur a parfois même plusieurs théories, c'est pas impossible. Mais tout ça pour moi c'est on va dire comme des points qui sont posés sur une toile. Il y en a certains qui sont plus ou moins rapprochés d'autres, il y en a certains qui ont déjà des liens avec d'autres. Mais en fait, un peu comme dans une enquête, dans une recherche, dans une analyse d'accident, dans ce que vous voulez ou autre, ce qu'on va chercher à déterminer c'est la trajectoire, c'est le dessin, c'est ce qui relie les points entre eux. Et c'est pas forcément évident parce que en fait vous pouvez avoir une multitude de trajectoires, de courbes qui passent et qui relient deux points entre eux. Et donc quand on a une multitude de points, on ne sait même pas si du coup des points doivent forcément être reliés entre eux. Il peut très bien y avoir une courbe qui passe par les points A, B et C, mais qui passe dans cet ordre-là. Et au contraire, vous allez avoir une autre courbe qui va faire passer par les points A, B et C et qui va retourner au point A. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut arriver à déterminer, c'est quelles sont, je dirais, les trajectoires, les courbes les plus probables. C'est un peu la démarche globale. Et donc pour l'instant en fait bon les réflexions de chacune des personnes elles sont menées de manière un peu séquentielle. Chacun cherche dans son coin. Et éventuellement en ayant lu des travaux d'autres chercheurs précédents qui va intégrer dans sa réflexion. Et puis effectivement quand ils sont contemporains vous allez avoir des chercheurs qui vont raisonner mais en fait ils vont raisonner en parallèle. Vous aurez chacun des chercheurs qui sont chacun dans leur coin et pour autant qui vont pas forcément chercher à se parler parce que chacun pense avoir sa petite théorie qui explique à 100% les choses et puis l'ego venant s'interposer ne pas forcément envisager que l'autre puisse apporter quelque chose, puisse contribuer et faire évoluer le modèle de manière bénéfique.
Alors pour moi, donc ça c'était, je dirais, la situation qu'on a vécue un peu jusqu'à présent. Pour moi, Internet est vraiment un catalyseur parce que il va perturber, enfin, il a déjà commencé à perturber un certain nombre de choses. L'accès à la génération plus facile de contenu, qu'il soit écrit, audio, vidéo, et la possibilité de partage accru. Ce que j'appelle la mémorisation d'Internet, c'est-à-dire à partir du moment où un contenu est rentré sur Internet, il y restera ad vitam aeternam, il n'en sortira pas. Et donc ça va, dans un premier temps, générer une accélération des échanges de points de vue. Donc ça va surtout générer plusieurs chercheurs, alors qu'avant il y en avait très peu, il y avait très peu de personnes qui se penchaient sur le sujet. Et aussi donc une facilité à acquérir les contenus des chercheurs passés plus facilement que en allant faire les recherches dans les bibliothèques ou éventuellement attendre la disponibilité de livres ou les traductions. Voilà. Toujours est-il que pour moi, le facteur qui est actuellement le plus limitant, c'est le temps, c'est la disponibilité, et surtout, comme je vous ai dit, la présence potentielle de l'ego qui va limiter la cinétique des échanges. Alors moi, ce que j'essaie de faire, de ma façon globale de fonctionner pour l'instant, ce que je fais, c'est que j'écoute et je lis, alors selon mes disponibilités, tout ce qui passe un peu en termes de travaux, d'analyse des autres, etc. Je mets en ligne les miennes, en fait, mes synthèses à moi. Donc typiquement cette vidéo, mais toutes les vidéos passées et celles qui seront encore à venir. J'ai encore plein d'autres sujets à traiter. Par contre, pour l'instant, effectivement, bon, j'ai encore pas mal de sujets à traiter et je préfère apporter un tout cohérent, donc mettre en ligne, attendre d'avoir mis en ligne un ensemble de vidéos pour passer à la phase suivante. La phase suivante, pour moi, alors je sais pas si c'est moi qui l'initierai, si elle va s'initier toute seule par une dynamique extérieure, si... En tout cas, bon, ça va pas être gagné, ça va pas être facile à mettre en place. Ça, je me fais pas d'illusions là-dessus. Parce qu'en fait, par rapport donc à tout ce que je vous ai expliqué, elle va avoir pour but principal de faire sauter les égos. Et donc de mettre en place une dynamique qui va permettre, je dirais, d'accélérer les échanges de points de vue d'un point de vue horizontal en fait. Pour ça, il faudra peut-être certains outils, il faudra peut-être gérer des chartes pour pouvoir savoir ce que en quelque sorte, quelles sont les règles du jeu dans les échanges d'informations, les points à ne pas dépasser, limiter l'emploi de jargon qui pourrait perturber la compréhension de personnes extérieures qui n'ont pas encore assimilé les connaissances de l'un et de l'autre. Voilà. Toujours est-il que pour moi, c'est en quelque sorte un peu le but ultime. Ça serait, si c'est possible, d'arriver à atteindre cette dernière phase. Pour l'instant, comme je vous dis, je pense que j'ai encore pas mal de sujets à traiter. Et je ne rentrerai dans une phase éventuellement de dialogue avec d'autres qu'à partir du moment où il y aura quand même un certain nombre de choses, de matière à discuter, quoi. Discuter sans avoir de choses, de sujets, d'idées à mettre sur la table, ça n'a strictement aucun intérêt, c'est une perte de temps pure.
Voilà un peu donc je dirais ma façon de procéder, ce que d'un point de vue global, ce que je pense qui est le plus judicieux à l'heure actuelle. On va dire le plan de bataille en quelque sorte pour s'affranchir du facteur limitant numéro un. Vous l'avez compris, l'ego. Voilà. Merci de votre patience d'avoir écouté cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.